Au Groenland, en juin 1959, non loin du pôle Nord. Un convoi d'autoneige lesté de matériel avance dans la neige à 3 km/h. Les États-Unis veulent transformer ce désert de glace en forteresse nucléaire pour y stationner des missiles. Les ingénieurs de l'armée américaine ont pour mission de construire une base cachée sous la glace, coûte que coûte. Après 1945, les États-Unis ont proposé au Danemark de racheter le Groenland pour l'équivalent de 100 millions de dollars en or. La cité sous la glace aura ses rues, ses maisons et pourra accueillir 200 soldats. En pleine guerre froide, les États-Unis veulent montrer aux Soviétiques le savoir-faire de leurs forces armées. Mais la base souterraine sert avant tout de couverture à un projet secret beaucoup plus fou. Après la Seconde Guerre mondiale, on entre dans la guerre froide, le monde devient bipolaire. Bipolaire, cela veut dire qu'il est divisé en deux pôles, en deux camps adverses, que l'on appelle des blocs. D'une part, en bleu, le bloc de l'Ouest est composé de pays d'Europe de l'Ouest, comme la France, et d'Amérique du Nord. Les pays du bloc de l'Ouest sont menés, ont pour leader les États-Unis. Et d'autre part, en rouge, les pays du bloc de l'Est, qui sont essentiellement des pays d'Europe, du centre et d'Europe de l'Est, sont menés par les États-Unis. Ces deux pays, États-Unis et URSS, s'affrontent et cet affrontement est extrêmement périlleux et peut faire courir le monde à sa perte puisque ces deux puissances militaires disposent l'un et l'autre de la bombe atomique. Au lendemain de la Seconde Guerre, les deux grands vainqueurs s'affrontent pour l'hégémonie mondiale. Les États-Unis et l'Union soviétique se lancent dans une course à l'innovation technologique et à l'armement. Une course effrénée et dangereuse. La guerre froide entre l'Est et l'Ouest s'installe. En 1950, la Chine met en déroute les armées occidentales en Corée grâce au soutien des Soviétiques. En 1957, c'est un pays au fait de sa gloire qui célèbre le 40e anniversaire de la Révolution d'octobre. Pour les dirigeants soviétiques, les célébrations annoncent l'entrée dans une nouvelle ère. Au défilé du 1er mai, l'armée rouge exhibe ses nouvelles armes. Le pays vient de tester avec succès des missiles balistiques intercontinentaux bien avant les États-Unis. Pour les Américains, l'année 1957 vire au cauchemar lorsque les Soviétiques mettent en orbite le premier satellite de l'histoire. Pendant 3 semaines, Sputnik 1 va émettre un signal sonore. Les Américains le captent lorsqu'ils survolent leur pays. Le monde se passionne pour les succès de l'aérospatiale soviétique. Le régime ne pouvait rêver meilleure publicité. En novembre de cette même année, c'est le coup de grâce. Sputnik 2 emmène en orbite terrestre le premier être vivant, la chienne Laika. Elle va passer 7 jours dans l'espace. Encore une victoire pour le communisme. La réplique des États-Unis est immédiate. Mais la première mise en orbite d'un satellite américain vire au désastre.
Malgré cet échec cuisant, le président Eisenhower est réélu et entame un second mandat en 1957. Eisenhower compte sur la dissuasion nucléaire pour endiguer la menace rouge. Dès lors, la politique militaire américaine va s'intéresser de près à l'Arctique et au Groenland. La plus grande île de la planète est à mi-chemin entre Washington et Moscou. Elle offre un emplacement idéal aux missiles nucléaires américains, dont la portée est limitée. Les Américains ont compris que l'Arctique allait jouer un rôle stratégique dans la guerre froide. C'est pour cette raison qu'ils voulaient avoir le contrôle total sur le Groenland. Or, le Groenland appartient au royaume du Danemark. Les Danois refusent de vendre l'île, mais autorisent l'implantation d'une grande base aérienne. La base aérienne de Thule est édifiée en 3 mois, un véritable tour de force logistique. L'armée utilise des véhicules amphibies pour décharger rapidement les cargos. La base permettait l'atterrissage des grands bombardiers nucléaires et comptait environ 12 000 hommes. La construction de la base de Thule est un projet top secret et l'armée de l'air a du mal à recruter autant de volontaires pour cette contrée reculée. Le chantier de Camp Century est encore plus vertigineux. Il débute en 1959 à 200 km à l'est de Thule. L'armée veut y tester du matériel et du personnel dans l'objectif de stationner des missiles nucléaires sur l'île. Les plans prévoient d'enfouir Camp Century à plusieurs mètres sous la surface du glacier, qui mesure ici plus d'1 kilomètre d'épaisseur. Les ingénieurs procèdent par la surface et commencent par tailler 23 tranchées dans la glace. Elles formeront le réseau de tunnels de la ville. De part et d'autre de l'artère principale, se déploient des galeries secondaires qui abritent les différents bâtiments. L'électricité et la chaleur seront produites par une petite centrale nucléaire. En face, la machine à propagande tourne également à plein régime. Pendant que les Américains construisent leur forteresse au Groenland, le premier secrétaire du Parti communiste soviétique, Nikita Khrouchtchev, est en visite d'État chez l'ennemi de classe. L'homme fort du bloc de l'Est est venu avec toute sa satanée famille, comme l'écrit alors un journal new-yorkais. Son fils Sergueï en fait partie. En septembre 1959, Sergueï a 24 ans. Il est le seul fils du premier secrétaire. Il vit aujourd'hui aux États-Unis. La propagande soviétique nous avait fait croire que les Occidentaux étaient plus pauvres que nous. Ça a été un choc de constater que c'était le contraire. Jovial, souriant, Khrouchtchev est un maître communicant. Il remet à son hôte une copie d'une médaille que les Soviétiques ont envoyée sur la Lune. Et le premier secrétaire ne rate pas une occasion d'évoquer l'immense arsenal de missiles capable de détruire Washington à tout instant. Il parlait tout le temps de ces missiles qui pouvaient atteindre le sol américain. Sauf que nous n'avions pas de missiles. Ce n'était que du bluff.
Khrouchtchev parvient à faire croire aux Américains que son pays possède une avance colossale en matière de missiles balistiques. Un coup de maître géopolitique. La guerre froide est aussi une guerre des mots. Et le premier secrétaire a largement mis à profit ses 2 semaines chez l'ennemi. Mon père me disait, nous produisons des messages comme nous produisons des saucisses. Quand je lui ai fait remarquer que nous n'avions que 5 missiles, il m'a répondu, peu importe, je ne veux pas déclencher la guerre, je veux l'éviter. Et pour ça, il faut que l'Amérique croie qu'on est bien plus fort que ce qu'on est. L'état réel des forces soviétiques est la question qui préoccupe les États-Unis. Un nouvel avion de reconnaissance est censé apporter des réponses. Le U-2 est capable de voler à plus de 20 km d'altitude, hors de portée des défenses aériennes. Du moins, c'est ce que pense le Pentagone. Les U-2 pénètrent systématiquement dans l'espace aérien soviétique et découvrent les sites militaires secrets les uns après les autres. Le bluff de Khrouchtchev a fait long feu. Chaque vol doit être autorisé par le président en personne, car les États-Unis violent toutes les lois internationales en vigueur. En janvier 1961, un nouveau président américain prend ses fonctions. John Fitzgerald Kennedy hérite d'un contexte international délicat. Il doit contenir l'Union soviétique sans déclencher une nouvelle guerre mondiale. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Les Soviétiques n'oublient pas de souhaiter la bienvenue au nouveau président. En avril 1961, Youri Gagarin est le premier homme à voyager dans l'espace et à effectuer un vol en orbite autour de la Terre. Son périple dure 108 minutes. 108 minutes qui vont changer le monde. L'événement a été encore plus fêté que le lancement du premier satellite. On n'avait pas vu ça depuis les célébrations de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Gagarine a paradé en voiture à travers tout Moscou. Les gens se pressaient au balcon, montaient sur les toits pour le voir. Le soir, il y a eu des feux d'artifice. Il n'y a plus jamais eu de fête d'une telle ampleur. I do not regard the first man in space as a sign of the weakening of the free world, but I do regard the total mobilization of men and things for the service of the communist bloc over the last years as a source of great danger to us. De leur côté, les États-Unis ont lancé un vaste programme de construction de sous-marins. À l'instar des Soviétiques, ils misent sur la force nucléaire. Ils mettent au point le Polaris, un missile nucléaire qui peut être lancé par des sous-marins en haute mer. Désormais, les États-Unis sont en tête dans la course à l'innovation. En 1958, l'USS Nautilus est ainsi le premier sous-marin à plonger sous la banquise du pôle Nord. C'est aussi le premier sous-marin à propulsion nucléaire. L'armée de l'air est également dotée d'un missile nucléaire, le Minuteman. Une variante, nommée Iceman, est destinée aux futures rampes de lancement installées sous la calotte polaire du Groenland.
Pendant ce temps-là, à la surface, la Terre échappe de peu à la Troisième Guerre mondiale. En 1962, des navires soviétiques livrent des missiles nucléaires aux portes de l'Amérique, à Cuba. Jamais encore les États-Unis n'avaient été menacés d'aussi près. Sur le continent, on prépare la population à la guerre nucléaire. Les édifices publics sont équipés d'abris anti-atomiques. En Floride et ailleurs, les supermarchés sont pris d'assaut. L'armée est en état d'alerte maximale. Le président menace ouvertement de passer à l'offensive. It shall be the policy of this nation to regard any nuclear missile launched from Cuba against any nation in the Western Hemisphere as an attack by the Soviet Union on the United States, requiring a full retaliatory response upon the Soviet Union. La détermination de Kennedy surprend Khrouchtchev. Comprenant qu'il a poussé le bouchon trop loin, il retire ses missiles. Les cargos soviétiques font demi-tour.